cet esbrouf, tout ce vacarme résulte juste que c'est le néant et que rien n'a été résolu. Et c'est pour ça que je passe la main à Citaler qui va nous expliquer, et je vous conseille vraiment, vraiment et sincèrement de lire le Soir d'Algérie d'aujourd'hui où vous allez comprendre énormément de choses. Merci Mali. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend le dossier du Sahara occidental, on le met dans un cadre de l'égalité internationale, etc. C'est bon, les Sahraouis ne peuvent pas perdre ce territoire, il est le leur. Dès qu'on le sort, on le met dans d'autres cadres où il y a beaucoup d'esbroufs, où il y a beaucoup de coups fourrés, etc., etc. C'est la situation dans laquelle on est en fait maintenant. C'est-à-dire on sort le dossier du cadre légal et c'est une catastrophe, ce qu'a dit M. Ben Saada tout à l'heure, en expliquant par rapport à la Cour de la Haye, donc l'arrêt de cette Cour, il est très clair. Quand on reprend plus récemment aussi les arrêts donc, des instances juridiques européennes, c'est très clair aussi, il n'y a absolument aucune relation entre le Maroc et le territoire du Sahara occidental. Maintenant, ce qui se passe, et ça il faut l'expliquer, tout ce que fait le Maroc maintenant, c'est surtout à consommation interne. C'est surtout pour les Marocains, pour expliquer que les choses vont bien, que l'on va, qu'on a gagné, etc. Sauf qu'une résolution de l'ONU, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte pour dire que le Sahara occidental appartient au Maroc. Pas du tout. Et ça, c'est très très important d'expliquer. Une résolution de l'ONU, c'est un cadre qui va permettre d'aboutir à une solution. Sauf qu'avec tout ce qui a été imposé dans cette résolution, donc on y met un peu de tout, l'autonomie, l'autodétermination, on a essayé d'imposer cette souveraineté, pseudo-souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui a été retirée. Enfin, c'est très très ambigu. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? On va juste imposer encore plus le statu quo. Ce statu quo que les États-Unis ont souhaité casser, finalement, non, on va le maintenir et ça va être encore beaucoup plus compliqué. Une dernière chose, cette situation-là maintenant, c'est le résultat de quoi? Il y a eu le 13 novembre 2020, donc le Maroc qui a violé le cessez-le-feu à Gargarat. Le Sahara occidental, donc à travers le Front Polisario, à travers son armée, a réagi et donc a dit maintenant, voilà, les civils sahraouis sont attaqués sur le territoire du Sahara occidental libéré. Juridique, puisqu'elle n'est pas contraignante, elle n'est pas coercitive, corrigez-moi si je me trompe, et qui aujourd'hui va plus jeter de l'ambiguïté justement à la question qu'autre chose. Et puis, n'oublions pas une chose très importante, ce n'est pas un différend territorial. C'est une question de résolution d'une question de décolonisation. Oui. La dernière colonie de l'Afrique. Oui. Donc c'est pas à travers des déclarations, de la diplomatie un peu déclarative. Je rappelle, je reviens en 2020, où on a déclaré la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que cela a fait avancer le dialogue ou la résolution, justement? Non, aucune. Et puis, je reviens, et c'est peut-être là où réside je dirais le leitmotiv, c'est que, vous savez, quand je parle de l'Algérie, moi je suis fier de dire aujourd'hui qu'on a cette équation, non pas en tant que partie prenante comme souhaite le dire le régime du Merzen ou comme belligérant, mais plutôt comme protecteur et garant notamment des droits des peuples opprimés. L'Algérie a goûté aux affres de la colonie pour pouvoir aujourd'hui se dresser vent debout contre justement les injustices, contre les exactions, contre l'oppression, contre des peuples démunis et civils notamment, comme le peuple sahraoui, qui est une cause juste et noble. Donc j'ai envie de vous dire, entre le Maroc et l'Algérie, on ne joue pas avec les mêmes outils, on ne joue pas avec les mêmes leviers. La diplomatie algérienne, c'est la diplomatie de la constance, de la cohérence, et non pas la diplomatie de la girouette. La diplomatie algérienne, c'est la diplomatie justement des valeurs et des principes, et non pas la diplomatie des trocs, comme le fait aujourd'hui le régime du Merzen. Parce qu'il y a un prix à tout cela, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est qu'on troque
au-delà de la normalisation. Moi, j'irai plus loin. Elle a fait de l'excès de zèle, notamment avec cette normalisation. Rappelez-vous que le Maroc a été une base arrière, militaire, logistique de l'entité sioniste dans cette guerre contre Gaza. Donc vous voyez bien qu'effectivement, aujourd'hui, il se targue d'avoir un retour d'ascension, un retour de service, mais c'est un cadeau empoisonné, parce qu'on parle encore une fois de décolonisation. On ne parle pas de différends territoriales. Et l'Algérie, je suis fier de le dire aujourd'hui, effectivement, qui a continué justement, qui a œuvré à l'amendement, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement abordé cette question où il y a un amendement qui a été apporté effectivement sur la prolongation de la Minurso, où là je parle de paradoxe. Comment pouvez-vous parler d'une solution unilatérale si vous prolongez de 12 mois une mission qui, elle, relève justement de l'ONU, mais qui a comme pour mission principale de quoi? De garantir le référendum, de garantir la voix du peuple sahraoui, donc de la solution du peuple sahraoui, donc du Polisario. Vous voyez bien qu'effectivement, moi, ce que j'ai qualifié de résolution de haute couture, de la diplomatie de la haute couture, c'est-à-dire une résolution qui a été créée sur mesure pour essayer de donner un semblant de satisfaction par rapport à un pays qui s'est compromis, qui aujourd'hui a hypothéqué sa souveraineté. Ahmed Ben Saada, 34 ans sans référendum pour la Minurso. 34 ans sans référendum. La Minurso, finalement, exactement. Elle n'a rien fait depuis 1991. Finalement, à quoi elle sert cette Minurso? Moi, je dirais que, en fait, l'ONU se décrédibilise de plus en plus. Nous l'avons vu avec le cas de ce qui s'est passé du génocide à Gaza. Nous le voyons aussi dans un territoire aussi colonisé comme celui de la Palestine. Donc elle se décrédibilise parce que elle aurait pu faire un référendum quand c'était temps. On est resté très longtemps et puis les populations, je veux dire, vieillissent, meurent, etc. Donc ça devient de plus en plus difficile. Mais je vous rappelle que le Maroc a joué là-dessus. Il a joué justement sur le pourrissement de cette situation. Je vous rappelle aussi historiquement que le Maroc a tout essayé. Il a au départ divisé le territoire en deux. Il a dit ok aux Mauritaniens d'en prendre la moitié et de prendre l'autre moitié. Et si on était vraiment convaincu du fait que ce territoire nous appartient, est-ce qu'on le partage? On ne le partagerait pas. Et après cela, il a donc repris tout le territoire à lui-même parce que la Mauritanie s'est désistée de cette histoire, s'est sortie de cette histoire, parce qu'elle trouvait justement que sa position était difficile à maintenir. Et nous avons vu toutes les tractations qui sont passées après et cette fameuse proposition marocaine qui fait fi je le répète encore une fois, qui fait fi des résolutions de la Cour internationale de justice qui est un organe de l'ONU aussi. Donc vous voyez que en fait je trouve actuellement que l'ONU ne joue pas son rôle et vous avez vu même un des représentants de l'État sioniste qui avait déchiré la charte de l'ONU. C'est-à-dire que finalement l'ONU est un jouet, c'est comme disait le général de Gaulle, c'est le machin. C'est un espèce de machin. Et on le voit actuellement que c'est la force qui régit le monde et non pas le droit international. Et j'abonderai dans le même sens que M. Khalifa, c'est que moi, personnellement, je suis vraiment fier de mon pays parce que nous n'avons pas changé. Nous sommes droit, debout, contre vent et marée. L'Algérie, il faut qu'on le comprenne, n'a pas de vision sur le territoire. Nous avons plus de 2 millions de kilomètres carrés. Nous n'avons pas besoin de territoire. Mais nous voulons qu'un voisin, qu'un peuple qui a souffert pendant si longtemps accède à son indépendance et selon justement le droit international. Si par exemple on va dire, si la Cour internationale de justice avait dit ce territoire appartient à un truc, eh ben on serait d'accord, il n'y a pas de problème, vous comprenez. Donc il y a dans la position algérienne une force morale qui devrait être un exemple pour tous les pays du monde qu'on ne voit pas actuellement. Je pense que l'Algérie est probablement un des rares pays dans le monde qui continue, et là je le répète parce que nous sommes le lendemain du 1er novembre, que notre pays justement
conserve la mémoire de nos martyrs, conserve la mémoire des gens qui ont versé leur sang pour ce territoire. Et nous savons ce que c'est que la colonisation. Nous l'avons vécu dans notre chair et la chair de nos parents, de nos grands-parents pendant 132 ans. Et nous savons c'est quoi une colonisation et c'est quoi ne pas avoir des droits sur notre territoire, ne pas avoir des droits sur notre futur et notre existence. Alors, M. Ahmed Ben Saada, l'Algérie qui réaffirme son attachement justement au droit international, comme vous venez de le dire, Ahmed Attaf est justement revenu sur les 17 territoires non autonomes qui existent. Et il a justement évoqué le traitement à géométrie variable entre le Sahara occidental et ces autres territoires non autonomes. Je vous propose de le regarder, on en reparle. Écoutez,